Pour parvenir à un engagement politique égalitaire entre l'homme et la femme, une sensibilisation de l'ensemble de la classe politique semble nécessaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, Les Panthéons du Savoir. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une dame politique, docteur en même temps, Madame Betty Pongo. Bonjour Madame et bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Bonjour aux jeunes participants. Bienvenue à vous. Bonjour, parfait. Bonjour Paulette Atoum, comme tu l'as bien dit, nous recevons Dr Béatrice Pongo Kunda, avec qui nous allons parler sur la femme et l'engagement politique en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Béatrice. Bonjour Monsieur Mondo. Pouvez-vous nous parler de vous? Qui est Béatrice Pongo Kunda, son parcours scolaire, parcours académique et sa famille? Béatrice Pongo Kunda, c'est la fille du feu secrétaire général de l'UDPS, Adrien Pongo Kunda, qui a servi l'UDPS de 1995 à 2003 comme secrétaire général, le seul secrétaire général élu. C'est aussi un médecin. J'ai commencé la médecine ici, à l'UNIKIN. J'ai fini à l'UNIKIN, je suis allée à Bruxelles, j'ai étudié à l'ULB, le Farès. Et maintenant, je viens de terminer une spécialisation en gériatrie à la Sorbonne en France. Pour parler un peu de mon parcours. Je veux aussi parler du parcours en tant que femme politique. J'ai grandi déjà avec cette hérédité politique que j'ai obtenue à la maison, formée informellement par mon père. Et puis ensuite, en début 2019, j'ai rejoint un parti. En fait, j'ai été recrutée via les réseaux sociaux à cause de mes publications par un nouveau parti qui venait de commencer, un nouveau parti belge. Et j'ai été interviewée dans ce parti et ils étaient tellement étonnés de ce que je leur disais que finalement ils m'ont mis directement dans leur liste, ça faisait même pas 2-3 mois, et à la position de deuxième suppléant à la Chambre des représentants. Oh ben, tu as parlé de ton parcours politique et du parcours en tant que médecin qui a fini à Kinshasa et qui travaille aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles. Madame Pongo, on l'a dit tout au début que nous parlons aujourd'hui des femmes et engagement politique. Quelle est la place qu'occupe la femme dans la société congolaise? Dans la société congolaise, la femme, c'est le socle de la famille. En fait, le socle, c'est la base même. C'est elle qui éduque, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui transmet, en fait, et qui a cette place fondamentale. Et alors, ce qui est important à savoir, c'est que, en tant que femme, nous sommes une force dans le développement de ce pays. C'est un peu ça, la place vraiment de la femme politique, enfin la femme congolaise, la place de la femme dans la société congolaise. Société congolaise, voilà, Madame Betty, dans les contextes actuels de notre pays, l'année 2023, c'est une année électorale. Qu'est-ce qui devrait pousser ou encourager la femme dans la politique? Il faut d'abord comprendre l'engagement politique. L'engagement politique, il est de deux sortes. On a l'engagement politique qui est conventionnel, c'est-à-dire déjà le vote, le fait d'adhérer à un parti, d'être militante, et aussi alors d'adhérer dans les organismes en fait, des associations, dans l'associatif. Il y a aussi l'engagement politique qui est non conventionnel, c'est-à-dire on participe à des grèves, on participe à des marches, ou alors par des actions autres qui sont pas nécessairement liées à une structure bien déterminée. Lorsqu'on comprend c'est quoi l'engagement politique, ça permet de se rendre compte que chaque femme, quel que soit le niveau d'instruction qu'elle a, quel que soit le niveau de base qu'elle a, peut s'engager. C'est ça en fait, parce que engagement politique, ça semble un gros mot. Mais quand on vous dit déjà que le vote est un engagement politique conventionnel, vous vous rendez compte qu'aller voter, c'est déjà un acte politique. Donc, je voulais un peu revenir à ça. Et je pense que j'ai essayé un peu de regarder les chiffres, j'ai vu en 2018, c'est vrai que la représentativité des femmes pour le moment, elle est un peu plus importante que lors des votes de 2018. Mais là, en 2023, nous avons l'occasion, et le gouvernement actuel qui est en place favorise la parité des femmes, pousse justement les partis politiques à avoir une représentation des femmes qui est supérieure à celle que nous avions en 2018. Quand on voit un peu, j'ai essayé un peu de voir au niveau du Parlement, en 2018, il est écrit, sauf erreur, qu'il y avait 9,8% des femmes qui étaient représentées. Sur 487 membres du Parlement, sauf erreur, je ne pense pas qu'il y a une centaine de femmes qui sont représentées. Donc c'est pour dire qu'il y a encore un chemin à faire et qu'on doit saisir justement l'occasion maintenant en 2023 pour pouvoir y aller et puis sensibiliser les femmes
Et pensez-vous que cette année, les femmes ont la chance d'y arriver, d'occuper des hautes fonctions? Oui, justement. Parce que tout est fait pour. En fait, je suivais encore dans la fondation de Maman Denise Nyakero, notre distinguée première dame. Il y avait tout un programme pour que la représentation des femmes soit plus forte, mais à tous les niveaux institutionnels et décisionnels. La femme en politique, c'est la femme qui prend son destin en main. La femme en politique, c'est la femme qui décide pour l'avenir de ses enfants, pour son propre avenir, de se dire, allez, je m'y mets pour pouvoir influencer les décisions qui vont être prises. Et c'est l'occasion maintenant de pouvoir changer les choses avec les élections de 2023. L'occasion de pouvoir changer les choses avec les élections de 2023. Docteur Béatrice Pongo, quels sont les freins et les obstacles à l'engagement politique des femmes? Oui, dans notre contexte congolais et aussi dans les contextes où tu as vécu en Belgique. Je vais plus me focaliser sur le Congolais. Il y en a beaucoup parce que c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes obstacles. Si je vais déjà parler du premier obstacle, c'est culturel. Dans la culture même, la femme doit être une femme soumise. C'est l'image de la représentation de la femme, telle que vue par les hommes en fait. La femme doit être soumise, la femme doit être docile, la femme doit être obéissante. Docile entre guillemets, hein. La femme doit être obéissante. Elle a toujours cette position d'infériorité par rapport à l'homme. Et même si aujourd'hui on dit que oui, parité, quand vous regardez, le respect de la parité ne se fait pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance qu'on va appeler une résistance passive. On sait qu'il faut qu'il y ait la parité, mais comme il y a ce cercle vicieux de résistance masculine, c'est un cercle vicieux qui ne permet pas à la femme d'occuper des positions où elle va vraiment être libre de pouvoir s'exprimer. Un autre frein obstacle, c'est un milieu qui est dominé par les hommes. Vous voyez, il y a des rapports de force, des rapports de domination. La femme qui arrive là-dedans, elle a un leadership qui est féminin, dans la douceur. C'est un leadership qui est propre à la femme. Elle va se retrouver face à des hommes, soit il y a cette résistance passive, ou alors qu'est-ce qui se passe, une résistance vraiment agressive, par les paroles, des petites paroles cestistes, ah moi si. Ou alors on nomme une femme à un poste de direction, par exemple vous aujourd'hui. C'est rare car à la RTNC, il y a une femme qui est à la direction. Mais je suppose qu'il doit y avoir une résistance qui s'est déjà organisée. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est comme ça, c'est prouvé. Les hommes n'aiment pas être dirigés par les femmes. Les stéréotypes qui diminuent la femme en face de l'homme. Par exemple, moi, c'est Thomas Kambo Katé. C'est toujours ça, voilà. Les hommes ont toujours la N'oubliez pas aussi l'image d'objet un peu sexuel, hein, entre guillemets encore, de la femme. Elle doit être jolie, elle doit être belle, elle doit épouser quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu vas venir en politique au lieu de passer ton temps à t'occuper des enfants à la maison? C'est tout ça qui fait que c'est un frein. Et autre frein encore, les ressources matérielles. La femme n'a pas vraiment les moyens que pour pouvoir... elle a besoin d'être épaulée financièrement que pour pouvoir décider, ah tiens, voilà, je me lance en politique, quel que soit, comme on a vu, l'engagement politique qu'elle peut avoir. En dehors du plus simple que celui d'aller voter. Et même celui d'aller voter, elle a les tâches ménagères. Elle doit s'occuper des enfants. Le temps pour aller voter. Et puis, n'oublions pas que les femmes congolaises sont très actives dans l'économie, de façon informelle, hein, ou par l'agriculture, mais elles sont très actives. C'est elles qui nourrissent les enfants à la maison. Je parle de la plupart des femmes. Et donc, du coup, c'est compliqué. Il faut pouvoir s'assumer entre femmes et s'assumer entre leaders. Madame Betty, femme politique congolaise d'origine, vous vous êtes présentée à la Chambre bruxelloise comme deuxième suppléante. Parlez-nous de votre expérience. C'était une expérience très enrichissante. Pourquoi? Parce que quand on m'a appelée, en fait on m'a écrit sur Facebook, parce que moi c'était vraiment un recrutement par les réseaux sociaux. Et la personne m'a dit qu'elle était très intéressée par tout ce que j'écrivais. En fait, la politique, c'est dénoncer. C'est pas simplement dénoncer, c'est se battre pour des causes qui vous semblent justes et l'exprimer et le dire. C'est ça, en fait. Et pour pouvoir, à votre niveau, influencer les décisions et la vie politique autour de vous. J'avais l'habitude comme ça de dénoncer plusieurs choses que je trouvais pas correctes et ainsi de suite. Lorsque j'ai passé l'interview, tel que je vous l'ai dit, j'ai été prise directement, mais à un niveau supérieur. Mais je savais que c'était donnant-donnant. C'était un parti belge, ils avaient besoin d'une couleur africaine, et moi j'avais besoin d'apprendre. Eh ben, je vous assure que j'ai été coachée, il y a eu des ateliers de formation
Non, parce qu'il faut renforcer les capacités de la femme qui se met en politique. Et pensez-vous que ce qui manque aujourd'hui en République démocratique du Congo manque du coaching pour les femmes? Il y a certaines femmes qui sont très instruites, mais en matière de politique, j'avais besoin de coaching. Il y a certaines femmes qui sont moins instruites. On a besoin de renforcer leurs capacités, de ne pas dire, bon, Toroti Kaye, côté à réunion, maman, vous savez, les réunions de maman qui s'occupent du social, hein, après aller préparer, ou bien à l'animation, aller danser dans le parti. Non. Il faut vraiment renforcer les capacités de la femme. Il faut pouvoir coacher par des ateliers de formation. Il y a certains partis politiques qui le font, hein, ça j'ai déjà suivi, et leur donner le ton, c'est-à-dire leur donner la parole, parce que dans le parti où j'étais, je pouvais m'exprimer et j'avais des pointures en face de moi, des Claude Moniquet, ce sont des experts dans les conflits armés internationaux, hein. J'avais des pointures, mais je pouvais m'exprimer et j'étais écoutée. Et je pouvais discuter. Et là où je sentais que j'avais une erreur, ben alors je réajustais pour pouvoir m'améliorer encore un peu plus. Docteur Betty Pongo, vous êtes une femme dynamique qui est née dans la politique, grandie dans la politique, qui a aussi essayé de faire la politique à l'étranger, bien qu'état congolaise. Au fait, vous avez aussi eu l'occasion d'être coachée, comme vous l'avez dit, et de faire la politique en Belgique. Quelles sont les stratégies pour la promotion de la femme en politique, des réelles stratégies qui peuvent pousser ou booster les femmes en politique? Il faut regrouper les femmes, c'est-à-dire il faut les animer, les regrouper. Mais animer, ça veut dire quoi? Les sensibiliser. Surtout maintenant, les élections se préparent pas 2-3 mois, c'est pour déjà décembre, donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Sensibiliser la femme. C'est pour ça que je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée de faire cette émission. La moitié de la population congolaise, c'est des femmes. Plus de la moitié, c'est des femmes. Donc la femme n'est pas une faiblesse, quel que soit le niveau qu'elle a, c'est une force ici en RDC. Il faut qu'elles prennent conscience de cette force-là. De pouvoir aussi, comme je disais, coacher, renforcer leurs capacités. Donc, leur donner toute cette occasion de pouvoir... Vous savez, le leadership féminin, il s'apprend. On apprend à être leadership. Leur donner des postes de responsabilité où elles peuvent manager des équipes, où elles peuvent piloter des projets, c'est vraiment ça. Prendre des décisions. Là, c'est dans les partis. Pas uniquement dans les partis. La politique, c'est pas uniquement les partis politiques. Déjà dans les partis. Et dans les partis, moi, ce que je dirais, c'est que pour tous les partis qu'on appelle progressistes, qui essayent vraiment de respecter cette parité, on doit pouvoir publier. C'est-à-dire que tel parti attire, parce qu'il ne faut pas être simplement électrice, candidate aussi. Pour tel parti, par exemple, voilà autant de candidats qu'ils ont. Mais que ce soit public. Vous voyez ce que je veux dire? Arriver aussi à pouvoir, pas sanctionner, mais imposer aux partis cette parité, en fait, qu'on n'a pas. Mais souvent, les femmes reculent, les femmes ont peur d'avancer. Oui, parce que dans les freins et obstacles, je disais qu'il y en avait beaucoup, il y a la femme elle-même. Hein, parce que je vois qu'il y a un homme ici qui va penser, oui, vous allez dire que tout c'est la femme, la faute des hommes. Non. Il y a la femme elle-même, sa conception elle-même de la politique. Je parlais avec une collègue qui me disait, moi je peux faire la politique parce que je m'occupe très bien de mes enfants. Vous vous rendez compte? Parce que tu t'occupes très bien de ton foyer, tu peux faire la politique. Mais non. Est-ce qu'on demande aux hommes de bien s'occuper de leur foyer pour pouvoir faire la politique? Vous voyez déjà dans cette mentalité-là, il faut déjà qu'on puisse reprogrammer. Mais ça, justement, par des ateliers de sensibilisation, on peut arriver à reprogrammer le fonctionnement, le mode de fonctionnement, le mode de pensée des femmes et leur remettre cette confiance qu'elles doivent avoir vis-à-vis d'elles-mêmes pour oser exprimer leur opinion. Parce que n'oubliez pas, dans une maison, elles restent inférieures à l'homme. La société leur dit aussi, oui, vous parlez d'émancipation, mais quelque part, vous êtes plus faible. Donc, il y a tout qui fait que pour qu'elles n'aient pas assez d'assurance, qu'elles n'osent pas s'exprimer, défendre une cause juste. Moi, c'est sur le Biminga, moi, c'est mobile. C'est ce qu'on dit, hein. Ah, c'est quoi ça? Donc, non. Enlever tous ces préjugés, déjà elles-mêmes arriver à pouvoir se former. On peut avoir des insuffisances, mais les insuffisances se corrigent par la formation. Et se dire, allez, j'ose, je me lance. J'ose, je me lance. Madame Betty, l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, ça date. Et quelle attitude doit-elle adopter la femme face à ces multiples violences? Je pense que ça a tellement duré qu'on est devenu un peu... Je dirais pas indifférent, mais c'est devenu comme quelque chose de... C'est vrai, ça nous fait mal là, en tant que femmes, mais les femmes ne sont plus assez impliquées ou pas assez impliquées. Pourtant, il y a des actions qui se mettent en place. Hein. Dernièrement, j'ai suivi dans la fondation Maman Denise, notre première dame. C'était notre référence et notre modèle.
Elle a fait passer une proposition de loi. Pourquoi? Pour la prévention de la violence. Qu'on puisse avoir une loi pour pouvoir avoir des actions de réparation pour ces femmes qui étaient victimes de violences, qui allait engendrer un fonds. Vous savez, un fonds pour ces femmes-là. Elles ont besoin de ça. Mais pour le moment, je sais c'est juste ça a été adopté à la première lecture. Il faut encore la deuxième lecture, que le président promulgue la loi pour qu'on puisse avoir un fonds pour ces femmes. C'est quelque chose de très important et à ne pas négliger. Et je pense que les femmes, c'est vrai que j'ai aussi suivi qu'il y avait des marches qui se faisaient, mais je pense que c'est pas encore assez. Et ce que nous pouvons faire justement, c'est de soutenir le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a relevé l'armée et c'est cette armée qui venge ces femmes-là aujourd'hui. C'est cette armée qui se bat pour justement qu'il n'y ait plus ce genre de violence. J'avais suivi un reportage sur Kitsisi, avec les violences, la méchanceté des violences de cette armée M23 sur la population. On entendait ce monsieur qui parlait, mais ils étaient traumatisés de la violence de ces militaires. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette guerre. Mais pour cela, il faut qu'on soit derrière notre président et soutenir ses actions. Toujours dans l'élan de l'agression à l'Est, de la résistance à l'agression à l'Est. On l'a dit, vous êtes une femme militante, une femme dynamique. Selon vous, quelles sont les actions concrètes à mener sur terrain pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont ici pour résister à cette agression, à cette violence, comme on l'a dit, qui a pris beaucoup de temps? Mais je vais redire, vous savez, chacun son domaine. Et là, pour le moment, je pense que tout a été mis en œuvre. On a relevé notre armée. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont en train de se battre, ils ont les moyens de se battre aujourd'hui. Notre président a été le seul courageux à pouvoir parler aux Nations Unies pour dénoncer l'agression, le soutien du gouvernement rwandais. C'est une grande première. Hein. J'ai fait la politique, j'ai compris aussi en Belgique l'hypocrisie occidentale. Vous savez, là, il n'y avait aucune couverture médiatique, hein, juste avant que le président ne sorte ce soutien. Il y avait le rapport mapping. Hein. On a dénoncé le rapport mapping. Quel résultat on a eu? Il a fallu que lui, aux Nations Unies, dénonce. Et je pense que de dénoncer ces choses-là, c'est déjà un grand progrès. Parce que maintenant, c'est plus un secret pour qui que ce soit qu'effectivement, nous sommes en guerre, qu'effectivement... Nous sommes agressés par le Rwanda. Exactement, par le gouvernement, hein, pas les Rwandais, hein, ce sont nos frères et nos sœurs. Par le gouvernement rwandais avec son président sanguinaire. Hein. Ça, il faut être clair, M. Kagame. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, qu'on ne disait pas il y a quelques années. Voilà, Madame Betty, nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Nous avons les jeunes qui participent toujours à cette émission. Et cette fois-ci, nous allons passer les relais. Ils ont quelques questions à vous poser aussi. Moi, c'est Hélène Suemi. Je suis étudiante à l'Université de Kinshasa, en deuxième année de licence. J'ai fait les sciences de l'environnement. Alors, ma question est de savoir, j'ai entendu votre exposé, il était vraiment très bien, très encourageant, surtout que je suis une femme. Et j'aimerais savoir pourquoi, quand on parle de femme, on a toujours l'impression qu'elle a besoin d'aide. Vous l'avez vous-même dit dans votre exposé, il faudrait qu'on aide la femme. N'est-ce pas aussi une façon de montrer qu'elle ne peut pas se développer elle-même de façon à s'épanouir dans ce domaine elle-même? Voilà. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est de savoir, est-ce que on devrait toujours attendre, étant femme, parce que vous avez bien dit qu'il y a une résistance qui ne se dit pas chez les hommes. Est-ce que nous devrions toujours attendre qu'ils nous passent la balle ou devrions-nous adopter une autre stratégie pour enfin mériter ces postes? Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le dit, pour qu'on élue je sais pas, un homme, on n'a pas besoin de beaucoup de critères, mais quand c'est une femme, il faut qu'on sache si elle est vraiment compétente. Est-ce que pour les hommes, c'est pas toujours ça? Est-ce qu'on devrait toujours attendre les hommes ou devrions-nous adopter une autre stratégie? Parce que ce pays a bien besoin de nous. Vous avez dit, la RDC, c'est plus de 50% de femmes. Donc, si 50% de femmes ne travaillent pas, c'est le développement qui est réduit à moitié. Est-ce qu'on doit vraiment attendre ça? Voilà ma question. C'est une première pour une
Pardon? Deuxième femme. Oui, deuxième femme, mais peut-être je pense que l'autre était intérimaire. Hein. Mais là, elle est confirmée. Vous me dites, hein, vous connaissez mieux que moi, elle est confirmée DG de la RTNC. Quand je parle de soutien, c'est quoi? Cette dame va se heurter à certains problèmes qui sont liés au fonctionnement, aux préjugés, aux stéréotypes. Au fait que, comme on le disait, pour les petites paroles sexistes, comment vous mettez une femme à la radio, télévision nationale. Le soutien dont elle aura besoin, c'est quoi? C'est un soutien financier. Il faut qu'elle puisse accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'elle puisse accomplir ce qu'elle est en train de faire. Elle doit avoir le soutien financier qu'il faut. Elle a besoin de ce soutien où, quand on parle de soutien, je comprends le terme aide, mais aide, c'est la main qui est en dessous. Un soutien, tu me tiens, tu me soutiens. C'est un peu différent. Elle a besoin de ce soutien-là parce que la société, pour le moment, c'est celle-là. On ne peut pas occulter ça. Ce sont les réalités de la société actuelle. Pour ta deuxième question, c'est justement pour ça qu'on dit qu'il faut saisir l'occasion. Le gouvernement a mis en place cette parité et insiste pour renforcer la présence de la femme à tous les domaines. Ce qui n'était pas tellement le cas en 2018. Mais maintenant, c'est le cas. On permet. Alors, il faut saisir cette chance-là. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très dans le mériter. Méritez, vous battez-vous pour... Non, c'est un droit. Un droit légal. La parité est un droit légal. Donc, le gouvernement dit parité, ben, vous suivez. Si vous faites votre résistance, une résistance passive. En fait, oui, le gouvernement a dit, mais moi, dans mon parti, franchement, la femme, je vais la reléguer à tel niveau. Ben non, à ce niveau-là, ici, il faut que le gouvernement prenne les mesures qui s'imposent pour que cette parité soit respectée. Je ne sais pas si j'ai répondu comme tu. Moi, je me nomme Oscar Lusamaki. Je suis sociologue de l'Université de Kinshasa. Très ravi vraiment de votre discours et je félicite votre façon de voir les choses en tant que femme. C'est vraiment encourageant. Ma petite question est de savoir comment vous gérez cette stigmatisation des hommes envers vous-même. Et la deuxième question est de savoir, pouvez-vous me différencier la femme d'aujourd'hui et la femme d'hier? Qu'est-ce que vous différenciez? Vous êtes toujours le même? Merci. Il faut changer le regard que l'on a vis-à-vis de soi. Et il y a un moment, il faut faire fi du regard des autres, des hommes vis-à-vis de vous. Vous savez ce que vous valez, dans votre valeur intrinsèque, vous savez ce que vous valez, et vous ne permettez plus qu'on vous réduise. J'ai été insultée, vous n'avez pas aidé. Et en Belgique, j'avais été insultée par la population congolaise. Hein. Mais je vous passe ces détails. Ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Mais on m'a même dit, rentre dans ton pays. Qu'est-ce qu'il faut ici? Rentre dans ton pays. Pourtant, je suis chez moi ici, je suis chez moi là-bas. Mais c'est pour vous dire que à un moment, il faut faire fi du regard des autres. Il y a des choses dans la vie que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre gentillesse, c'est vos décisions. Vous pouvez contrôler vos actions. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la méchanceté des autres, les décisions des autres. Le regard de l'autre. Vous pouvez arriver à le changer par votre façon d'être, mais vous n'allez pas le contrôler. Alors vous faites quoi? Ben, vous l'acceptez et vous passez, vous avancez. Et ce que vous pouvez contrôler, ben, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus de façon à pouvoir donner le meilleur de vous. C'est-à-dire que c'est pas tout qu'on vous donne un poste, on arrive à faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais l'erreur de l'homme, on va le passer. Mais l'erreur de la femme, en fait, et même, on va même chercher pour la femme, comme tout est lié à la vie familiale, j'avais oublié de dire ça, merci pour votre question, comme tout est lié à la vie familiale, on va même aller vous insulter dans votre vie privée, aller chercher des trucs, pourtant ce que vous faites est bien, mais au lieu qu'on se limite à vos actions, Azakindumba, Azalakiboy, on va commencer à vous insulter pour toucher vos valeurs, pour que vous disiez, mais non, je ne suis pas capable, que vous vous remettiez en question, vous faites marche arrière, surtout pas. Il faut vraiment faire fi du regard des autres et des paroles des autres. Il vous insulte, ok, c'est son droit. Mais moi, j'avance et je continue parce que je sais que je défends une cause juste. La femme d'aujourd'hui. Oui, la femme d'aujourd'hui. Personnellement, moi, je n'ai pas eu à me poser trop cette question parce que j'ai grandi de façon informelle dans la politique. J'avais un père qui était politicien, un père intègre, qui suivait la voie et la vision de Papa Étienne Tshisekedi. Par exemple, quand il avait dit « Personne ne rentre dans le gouvernement », j'ai vu mon père chasser des gens
parce qu'ils venaient lui proposer des postes. Vous voyez un peu ce type d'intégrité. Donc. Là, je parle de l'UDPS. Hein. Je parle de l'UDPS. En fait, nos parents, c'était des personnes qui étaient des intellectuels. Il a terminé à Liège avec une grande distinction en gynécologie. Il avait son hôpital, il travaillait. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient partis pour chercher du travail, mais c'était des gens qui défendaient des idéologies, une vision. C'était quelqu'un qui... Je parle de lui parce que c'est mon papa, mais ils sont plusieurs. Hein, ils sont plusieurs, mais je me focalise sur mon papa parce que c'est cette politique-là que j'ai appris à la maison. C'était des gens, on va dire, têtus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fermes dans leurs convictions, fermes dans leur marche. Un médecin qui sort, on le tabasse sérieusement, on le met en prison, il est asthmatique en plus. Je voyais des ambassadeurs venir à la maison pour commencer à négocier, qu'on doit le sortir de prison, des choses comme ça. Vous venez lui proposer un poste, après toute cette souffrance, il vous fout dehors, il vous chasse de sa maison. Et pour ne pas trop rentrer dans les détails, c'est pour vous dire que moi j'ai grandi dans ça, donc j'ai pas été une femme qu'on confine à la cuisine, à qui on dit il faut te marier pour avoir une bonne situation, j'ai pas eu ça. Petite, mon père me disait, installe-toi, on va suivre le journal. Je devais avoir 8-10 ans, hein. On suit le journal. Et j'ai grandi comme ça, donc je ne vois pas tellement d'hier et d'aujourd'hui, pour parler de moi. Pour parler de la femme congolaise en général, le hier, ça a beaucoup changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures qui sont réelles. Et on ne vous demande pas... On vous demande juste, allez-y, levez-vous, quel que soit Zoteka Mapa, Zoteka Avocat, le vote, c'est déjà un engagement politique. Aux gens occupés, pardon, moi je dois prendre mon destin en main. Si vous voulez que demain change, que l'avenir de vos enfants demain change, c'est pas uniquement les mamans, c'est les jeunes. Dernièrement, encore un petit exemple pour vous dire, je sais, hein, il y a une petite fille de 10 ans qui a marché en Europe pour la retraite, la réforme de la retraite. Aujourd'hui, la retraite est à 65 ans. À 10 ans, elle était dans la marche. Quand on lui a tendu le micro, elle a dit « Mais non, je pense à ma génération. Si moi, je ne viens pas marcher aujourd'hui, mais alors nous, déjà vous, on vous demande, nos parents, on demande 65 ans. Et nous, ça va être quoi? On va travailler jusqu'à la mort ?» À 10 ans. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on doit travailler au niveau de la famille, au niveau des enseignants, au niveau des médias, au niveau des partis politiques, de façon à ce que cette sensibilisation de la femme et de tous les jeunes en général, je sais que j'ai extravasé un peu sur votre question, soit effective. Nous avons dit que vous êtes une militante, vous êtes une femme dynamique. Vous avez créé INASBEL, une fondation du nom de votre père biologique, de reste-mémoire, docteur Adrien Pongokunda, dont vous portez les noms. Quels sont les objectifs de cette association et votre vision par rapport à la République démocratique du Congo? Je suis contente parce qu'il y a de plus en plus d'associations. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'était de reproduire les bonnes œuvres de mon père. Le jour de sa mort, j'ai entendu de ces témoignages qui m'ont fondu le cœur, quoi. Je me suis dit, mais il était tellement bon, quoi. Non seulement venez vous faire soigner parce qu'il ne faisait pas payer. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne payez pas. Et en plus de ça, il vous donne de l'argent pour rentrer avec. Donc c'est pour vous dire, c'est pas... Je me suis dit, non, il faut que j'ai une ONG pour pouvoir les aider. Mais c'est vrai qu'avec mes 3 ans d'études, il y a certains projets que j'ai suspendus, hein, notamment une bibliothèque, on a possibilité d'avoir des livres, même si ce sont des livres en seconde main, mais en parfait état. L'ONG, c'est la solidarité médicale, hein, pour l'université de Kinshasa, de voir dans quelle mesure collaborer pour qu'on n'a pas encore de gériatrie, hein, de gériatrie ici. Je sais qu'il y a des pourparlers en cours, mais dans quelle mesure faire des congrès, des séminaires, comme on a quand même des points de contact là-bas, de façon à pouvoir emmener cette science aussi, partager sur cette science de la prise en charge de la personne âgée. Mais par contre, moi, mon souci, c'est pas vraiment mon souci, ce que j'ai envie de dire concernant l'enrôlement politique de la femme. Donc, si quelqu'un ne s'est pas encore fait enrôler, pour que tout se passe bien, il faut aller se faire enrôler. Il faut se lever, il faut aller se faire enrôler. Il y a tellement de choses que nous, on voit de l'extérieur, que peut-être que vous ne voyez pas ici. Regardez, Mama Yemo qui est en train de sortir de terre. On est en guerre. Qui a relevé l'armée? C'est notre président, le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Nos parents se sont battus pour qu'aujourd'hui, on arrive à cette démocratie qui est offerte à tout le monde. C'est pas le moment de changer de président. Excusez-moi, mais je vais être vraiment claire, c'est ma conviction personnelle. C'est pas le moment de changer de président, de prendre un président qui va arriver. On a beaucoup d'ennemis pour le moment parce que, notamment le Rwanda et les pays limitrophes, ce sont quand même nos ennemis de façon hypocrite parce qu'ils venaient se servir chez nous. Aujourd'hui, les conditions font qu'ils ne peuvent plus se servir comme avant. Mais il y a des millions qui circulent. Il faut qu'on corrompe les gens. Il faut qu'on arrive à remettre sur place une personne qui va être pour
pour ce système-là dont nous ne voulons plus. Le Congo appartient aux Congolais. Donc je pense qu'il faut voter utile. Tiens la poche. Urne et ça, secret. C'est avec le béton qu'on bâtit. Et quand je vois, je dis mais c'est pas possible. J'ai vu maman Denise là, elle vient le pavillon Marie-Antoinette. Phase 1, phase 2 terminée. Mais il faut voir quel pavillon. C'est magnifique. En si peu de temps, 4 ans. Hein. Donc c'est facile de critiquer, d'insulter, mais voyez ce qui se fait sur le terrain. Un message à nos vaillants soldats qui sont en train de se battre jour et nuit à l'est de la République démocratique du Congo, un message d'encouragement. Ne jamais trahir le Congo. C'est écrit en grand. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec une armée congolaise qui n'est plus dirigée par des officiers rwandais, il faut le dire, typiquement congolaise, avec des officiers congolais. Et cette armée, elle est debout. Aujourd'hui, on peut se battre contre l'Est. Donc, comme on dit, mais ce que je demande à la population, il y a une guerre psychologique. On a vu ça avec l'Ukraine. Avec des fausses images, on est arrivé à manipuler les gens. Quand les informations passent, oh, Bazu Mbokaboui, non, il faut dire que c'est une bataille perdue, mais la guerre, on va la gagner. Il faut rester ferme dans nos soldats. La guerre, on va la gagner. On va la gagner avec notre président qui va être réélu, celui qui a remis sur pied la RDC. Hein? Ils sont là pour nous venger de toutes ces humiliations, de toutes ces choses, et de se venger eux-mêmes des humiliations qu'ils ont subies. Merci d'avoir répondu à l'invitation de notre émission, Les Panthéons du Savoir. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu dans votre émission et de m'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Nous avons reçu dans cette émission Dr Béatrice Pongokunda, avec qui nous avons parlé sur la femme et l'engagement politique. Elle a parlé de la formation, du coaching et de la sensibilisation pour avoir des femmes qui peuvent s'engager dans la politique et être utiles dans la société et pour le progrès de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci d'avoir suivi votre émission Les Panthéons du Savoir. Je ne sais pas celle, j'étais avec ma complice de tous les temps, elle c'est Paulette Atoum Onzel. Nous vous disons merci et bon début du week-end chez vous. Nous nous retrouvons prochainement avec d'autres invités et avec d'autres sujets, car vous servir c'est notre plaisir. Bye, bonsoir chez vous.